L'élimination par l'armée israélienne du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, dans une frappe menée sur la banlieue sud de Beyrouth est une mesure de justice. C'est ce qu'ont déclaré effectivement ce week-end le président américain Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris. L'élimination de Hassan Nasrallah, évidemment on en a parlé ces derniers jours énormément, et pour en parler et revenir aussi sur le rôle des États-Unis dans cette élimination, nous sommes en ligne en direct avec notre correspondant aux États-Unis comme chaque lundi, Sébastien Lévy. Bonjour Sébastien. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Merci d'être avec nous Sébastien, comme chaque semaine, plaisir de vous retrouver effectivement. Alors on a donné ces déclarations de Joe Biden, de Kamala Harris. Que retenir des positions américaines sur cette élimination qu'on a beaucoup commentée, Sébastien? Je pense que vous l'avez dit, le plus intéressant, c'est qu'il y a eu la même expression qui a été donc utilisée par les deux, par le président Joe Biden et par la vice-présidente Kamala Harris, qui est aussi la candidate démocrate. Donc leurs paroles, évidemment, étaient très importantes. La mesure de justice, je pense que c'est un terme extrêmement fort, qui est une mesure de satisfaction de la part des États-Unis pour l'élimination d'un terroriste qui a quand même tué des centaines d'Américains, dont 240 lors de l'attentat du Drakkar en 1983. Il est d'ailleurs étonnant, et c'est un euphémisme, que le président français n'ait pas eu ce type de parole, puisqu'il y a plus d'une cinquantaine de morts il y a plus d'une vingtaine de Français, qui sont morts lors de ce même attentat en 1983. Donc il est intéressant de voir qu'on a beaucoup dépeint Joe Biden comme un président faible. Je pense que la faiblesse, elle est plutôt du côté du président Macron que du président Joe Biden en l'espèce. Alors si Israël a agi seul, Sébastien, sur le terrain à Beyrouth, l'État juif a quand même bénéficié du soutien militaire des États-Unis, puisque selon le Washington Post, en tout cas on l'apprenait ce matin, Israël a probablement utilisé des bombes de 2000 livres fabriquées par les États-Unis. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur le soutien avéré ou non des États-Unis à Israël dans cette élimination ? Alors, il semble d'ailleurs que ces bombes, c'est partie des bombes en fait que le gouvernement américain avait décidé de ne plus envoyer à l'État d'Israël, notamment juste avant l'assaut de Rafah. Donc, il est fort possible, en tout cas, c'est ce que beaucoup de médias disent. Il semble que ces bombes viennent d'un ancien stock de l'armée israélienne. Donc, c'est vrai que c'est pas complètement sûr. En termes de coordination avec l'armée américaine, je ne suis pas certain qu'il y ait eu énormément de coordination dans vraiment l'élimination même de Nasrallah. Il est fort possible d'ailleurs que les États-Unis n'étaient pas au courant. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit publiquement. On peut dire en tout cas que le soutien est plutôt un soutien a posteriori qu'un soutien a priori pour l'opération elle-même, ne serait-ce que parce que Israël, dans ce cas-là, préfère sans doute faire ces actions tout seul, et les Américains ne voulaient sans doute pas être emmenés là-dedans. C'est ce qui a rendu, je dirais, l'attente de la déclaration de Biden si importante, parce que certains pouvaient craindre que les États-Unis allaient se prendre une certaine distance avec Israël. Ça n'a pas été le cas. Donc le soutien américain, il est fort sur deux plans. Un vrai soutien à l'action même qui a eu lieu. Et puis également, et ce qui est très important, c'est de rappeler ce que Lloyd Austin, le ministre de la Défense, a dit que les États-Unis étaient prêts à défendre les intérêts américains et israéliens dans la région pour dissuader l'Iran d'une riposte trop forte. Donc je pense que c'est important de constater que le soutien américain demeure très fort en armement, et donc le flux d'armes continue malgré l'absence de ces fameuses grosses bombes que les Américains ont plutôt freinées. Oui. Et puis soutien diplomatique et soutien militaire pour demain une riposte éventuelle de l'Iran. Alors un jeu d'équilibriste quand même pour l'administration américaine, Sébastien. Désormais Joe Biden, Kamala Harris doivent empêcher l'escalade sur ce front-là. C'est en tout cas ce qu'a déclaré cette nuit notamment Joe Biden. Mais en même temps on peut se poser la question sur l'impact qu'aurait une guerre totale avec l'Iran, avec le Hezbollah sur le long terme, sur l'élection américaine. Et alors, depuis le 7 octobre, les États-Unis font tout pour éviter un embrasement régional, une guerre régionale. Ça n'est pas que lié à l'élection, même si vous avez évidemment raison. Les États-Unis veulent absolument éviter maintenant, en tout cas, un embrasement régional qui signifierait alors de façon très concrète une flambée sans doute des prix du pétrole et donc de l'essence, qui est un indicateur essentiel pour tous les électeurs américains. Et puis globalement, les États-Unis, au-delà même de l'élection américaine, ne souhaitent pas une déflagration régionale et une instabilité énorme. Ils ne le souhaitent pas. C'est la raison pour laquelle, depuis le 7 octobre d'ailleurs, ils ont posté donc des porte-avions dans la région. Ils ont clairement fait envoyer des signaux très très forts à l'Iran de ne pas se mêler de ce conflit. Donc il y a des messages extrêmement forts qui sont forts. C'est encore plus vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, le vrai interlocuteur, je dirais, des États-Unis, c'est plus tellement le Hezbollah, c'est beaucoup plus l'Iran. Pour dire le fameux don't de Joe Biden, il est extrêmement fort aujourd'hui. N'intervenez pas. Donc
la puissance américaine, aujourd'hui, elle est au service d'Israël, elle est surtout au service pour éviter une conflagration régionale. Alors le reste de l'actualité également, Sébastien, et je sais que vous souhaitiez revenir dessus, c'est cet ouragan aux États-Unis. C'est la désolation dans le sillage de l'ouragan Hélène. Le dernier bilan hier soir faisait état de 30 morts confirmés en Caroline du Nord, ce qui fait monter le bilan global à au moins 91 morts selon l'agence France Presse. C'est important puisque ça dit aussi quelque chose du sujet environnemental dans la campagne présidentielle américaine qui finalement n'existe pas ou très peu. En fait, ça dit quelque chose du non-sujet environnemental. Et il est d'ailleurs sidérant que même dans la foulée de ces 90 morts, très très peu de candidats, j'étais assez étonné hier en écoutant les émissions politiques, très très peu de candidats, même du côté démocrate, font le lien avec le réchauffement climatique. Ils savent que ça existe. La différence aujourd'hui entre les deux partis, c'est que le Parti démocrate reconnaît la réalité du réchauffement climatique, ce qui n'est pas toujours le cas au Parti républicain, en tout cas ce qui n'est pas le cas chez Donald Trump, qui est un climato-sceptique. Ça n'est pas un sujet pour un certain nombre de raisons. D'abord, il faut savoir qu'environ vous avez 7% de climato-sceptiques en Europe, vous en avez 15% aux États-Unis. Et donc, si vous regardez dans certains États clés, ces fameux électeurs, vous n'avez pas envie de les froisser. Et même chez les gens qui ne sont pas climato-sceptiques aux États-Unis, il y a une réticence encore plus forte qu'en Europe de faire véritablement des pas pour une vraie politique de l'environnement, parce que vous avez une dépendance de la voiture qui est absolument gigantesque aux États-Unis. Vous avez très très peu de transport public. C'est un pays qui est énorme, qui est extrêmement étalé, et donc vous ne pouvez pas vivre sans votre voiture. C'est encore plus vrai que dans les pays européens. Et puis les États-Unis c'est aussi une histoire de puissance. Les États-Unis aujourd'hui n'importent plus de pétrole, sont eux-mêmes exportateurs de pétrole. C'est aussi pour eux un indicateur de puissance. Et puis je rajouterai un point dont on a parlé ici, qui est le poids des lobbies. Le lobby des hydrocarbures est extrêmement puissant aux États-Unis. Ils font et défont des élections dans certains pays. Et donc, pour la composition également du Sénat dont on a parlé, il est extrêmement difficile d'envisager la moindre mesure véritablement coercitive contre les hydrocarbures. Pour toutes ces raisons, il est extrêmement compliqué, je dirais, de voir une issue positive, parce que ça n'est en plus pas un sujet que les électeurs plébiscitent. Donc en ce sens, finalement, non sujet aujourd'hui dans la campagne, c'est assez étonnant en fait. C'est assez étonnant vu d'Europe que ce sujet n'existe pas dans la foulée d'un ouragan aussi violent. Il y a aujourd'hui une intensification des ouragans aux États-Unis. Ça n'a que peu d'effet aujourd'hui sur le débat public. Beaucoup d'ouragans aux États-Unis. Et c'est vrai, vous parliez du climato-sceptisme de Donald Trump. Alors, il y en a beaucoup plus aux États-Unis qu'en France. Finalement, en France, on entend très peu de personnes relativiser le changement climatique. Pour Donald Trump, c'est une fake news. En fait, ce changement n'est pas dû à l'homme, c'est ça? Alors, il rentre même pas là-dedans. Et si vous voulez, c'est quelqu'un, en fait, quand vous avez une vague de froid aux États-Unis lorsqu'il était président, il tweetait, très fier de lui, en disant regardez le réchauffement climatique, please come back, please reviens parce qu'on a besoin un peu de réchauffement climatique. Et puis il va vous sortir des énormités sur la hausse du niveau de la mer. Il va vous sortir des énormités sur le fait que les éoliennes tuent les oiseaux et causent le cancer. Je veux dire, tout ça, il le dit dans des meetings. Donc pour lui, c'est une non-réalité, ça ne l'intéresse pas. Et malheureusement, il est finalement assez peu repris. On en a assez peu parlé, je dirais, au cours du débat. Donc c'est quelque chose qui passe parce que, encore une fois, ce n'est pas un sujet qui est ce qu'on appelle front and center aux États-Unis, qui n'est pas prioritaire pour le pays. Et donc les énormités qu'il peut sortir, qui seraient sans doute éliminatoires en Europe, ne le sont pas là-bas, puisque encore une fois, c'est un sujet qui est un petit peu en arrière-plan des préoccupations. Et c'est extrêmement dommage quand on sait que les États-Unis sont extrêmement exposés au réchauffement climatique. Je terminerai sur un point. La première mesure que Trump a fait, c'était de sortir de l'accord de Paris. Donc c'est quelque chose d'important pour lui, en termes aussi de marqueurs politiques, de dire on ne va pas se faire imposer ça par des idées gauchistes qui viennent des Européens. Ça n'est pas un sujet qui nous concerne nous. Eh bien, merci beaucoup Sébastien Lévy, merci pour toutes ces précisions. On vous retrouve chaque semaine pour suivre cette campagne présidentielle aux États-Unis. Radio J, le 6-9.